Alors, bonsoir, voilà. J'apprends avec un peu de stupéfaction que je devais décliner un peu quelques considérations sur l'œuvre de Lou Andréas Salomé. Alors, évidemment, c'est là que vous m'attendez, mais c'est pas là que j'irai. Je vous prie de m'en excuser. En réalité, lorsque Renato m'a demandé, m'a gentiment invité à venir vous parler, je lui ai posé la question de ça. Enfin, je lui ai renvoyé un mail en lui disant oui, je suis d'accord de venir, et j'ai intitulé mon mail Lou, y es-tu? Es-tu là? Ensuite, j'ai transformé, j'ai dit c'est pas très beau, peut-être c'est mieux comme dans la chanson. Lou, y es-tu? Y es-tu où? Alors, j'aurais pu, et je souhaite, au fond, intituler ce que j'ai l'intention de discuter avec vous et de vous proposer, Lou ou le pas de deux. Le pas de deux, au fond, on pourrait l'entendre aussi bien dans l'équivoque comme il n'y a pas de deux. Ou le pas de deux comme le dirait un danseur. Et voilà. Alors, où est-ce que Lou Andréas Salomé m'a amené? Figurez-vous, c'est un voyage absolument curieux, vous allez être comme moi surpris. Lou m'a entraîné à relire au fond des éléments d'épistémologie mathématique. Vous êtes d'accord que c'est quand même curieux. Mais c'est si curieux que je vais essayer de vous montrer au fond comment je suis arrivé à cette question de l'épistémologie mathématique. Pourquoi? Eh bien, voilà, mon intention est au fond de vous découper, il y aura des redites. Je vous prie de m'excuser par avance, je reviendrai sur les éléments que tu as si délicatement avancés, mais j'ai pensé vous présenter une Lou comme ça, rapidement, une traversée de sa vie qui est au fond son œuvre. Bon, vous direz que c'est une astuce que j'ai trouvée pour ne pas avoir à lire Lou, et vous n'auriez pas tort. Bon, alors, cela dit, je fais l'équivalence entre la vie et l'œuvre, et je vous propose une Lou en 16 points. Le 16e point, ce sera ma conclusion. Le premier point sera une femme fatale, une inspiratrice. Le deuxième, une femme sûre d'elle, au physique un peu androgyne. Troisième, le milieu dans lequel elle a éclos. Le quatrième point sera une première excursion au-delà du cocon familial. Le cinquième point sera le dieu de Lou. Sixième, sa première expérience amoureuse. Septième, elle quitte l'Allemagne pour Zurich. Huitième, installation du trio à la carriole, que vous connaissez bien. Neuvième point, et c'est là que les mathématiques entrent en jeu, la tentative du 2 qui tourne court. Qu'est-ce à dire? On verra. En 10e point, je n'arrive pas à relire ce que j'ai écrit. Ah oui. Voilà, un type de 2, un type de 2 très particulier, lié à une curieuse copula, sans copulation. Je m'expliquerai là-dessus. Enfin, une affirmation subjective de la position de Lou. Le 12e point sera vraiment où est-elle, cette Lou? Y est. Le 13e point, une femme rayonnante et sensuelle qui rate une nouvelle fois l'expérience du 2. Décidément, ça incite. L'échec du 2 va la basculer du côté de la psychanalyse. Et enfin, la vieille dame digne. Et je réserve ma conclusion dont je vous parle. Alors, j'ai 20 minutes, paraît-il, pour dire décliner tout ça. 10 maintenant. Alors, c'est assez grave. Bon, alors, au pas de charge, je vais vous dire quelle est l'affaire. Alors, bon, je passe alors très rapidement. Alors, bon, Lou, on dit que c'est une femme fatale, n'est-ce pas? Une mangeuse d'hommes. Une véritable Messaline. Sans doute était-elle tout cela, mais elle était avant tout une muse, une inspiratrice. Une femme dont on dit que 9 mois après qu'elle a planté son regard dans les yeux d'un homme, celui-ci a couché son chef-d'œuvre.
Alors, je vous l'assure, ça ne m'est pas arrivé, mais ça peut encore venir. J'ai de l'espoir. Et voilà ce que lui dit Nietzsche en 1884, au printemps. Parmi toutes les rencontres que j'ai faites, celle avec Madame Salomé est pour moi la plus précieuse et la plus fructueuse. Et c'est seulement depuis sa relation que j'ai pu mûrir mon Zarathustra. Rainer Maria Rilke, 9 juin 1997. Jamais auparavant, dans ma tâtonnante hésitation, je n'avais aussi senti la vie, cru dans le présent et reconnu l'avenir. Tout ceci arriva parce que j'eus la chance de te rencontrer à un moment où j'étais en danger de me perdre dans l'absence de forme. Sigmund Freud, 10 novembre 1910. Vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs, et hier de fixer comme fasciné la place vide qu'on vous avait réservée. Lou, y es-tu? Bon, une femme sûre d'elle. Au physique androgyne, Daisy l'a dit, comme j'ai 10 minutes, je saute sur le physique. Enfin, je veux dire, ça reste à voir. Enfin, je veux dire que je saute par-dessus. Ça n'arrange pas mes affaires. Enfin, dès qu'on saute, n'est-ce pas, on ne sait pas ce qu'on saute. Bon, enfin. Alors, Daisy vous a dit que Lou était née dans un milieu de garçons, elle est assez androgyne, elle tire les uniformes des soldats, les taquine, etc., grimpe aux arbres, envoie des pommes, enfin bon. C'est une androgyne. Bon, voilà. La femme qui est là, comme le dira Nietzsche plus tard, il a cru, mais en fait, il a mal cru. Bon. D'accord. Alors, maintenant, on commence à avoir quelque chose autour de la mathématique. C'est que sa première excursion hors du cocon familial, cette adolescente, elle écoute le bon pasteur Gillot, Hendrik Gillot, qui est un Hollandais, pasteur, et qui fait une prêche. Et là, elle est fascinée. Elle lui écrit, elle a 17 ans. Je cite, la personne qui vous écrit, Herr Pastor, est une fille de 17 ans, esselée au milieu de sa famille et de son entourage. Seule, en ce sens que personne ne partage ses points de vue et encore moins ne satisfait son ardente envie d'en savoir davantage. Peut-être est-ce toute ma façon de penser qui m'isole de la plupart des filles de mon âge et de notre entourage. Ne peut guère imaginer rien de pire ici pour une jeune fille que de s'écarter de la norme dans ses goûts et ses dégoûts, dans son caractère comme dans ses points de vue. Mais il est si cruel de devoir tout garder pour soi, de craindre de choquer, si cruel d'être si absolument seul, d'avoir ces manières agréables et accommodantes qui vous valent la confiance et l'amour des autres. Lettre absolument insensée, 17 ans, au pasteur Gillot, qui est surpris naturellement et qui lui répond. Et en cachette des parents, Gillot entretient une relation, enfin, d'enseignant à enseigner avec cette Lou. Enfin, elle grandit, elle a 18 ans, et ce Gillot tombe amoureux d'elle. Et dans ses textes, elle dit que c'est tout à fait ambigu, qu'elle ne voulait pas ça, et Gillot, qui l'a demandé en mariage, comme tu l'as dit, Lou refuse et se scandalise, et dit que c'était pas du tout de cela qu'il s'agissait, c'était plutôt une passion intellectuelle et religieuse. Bon, je vais vite, hein, je passe encore vite, n'est-ce pas? Bon. Alors maintenant, j'aimerais juste vous dire un mot du Dieu de Lou. Comment elle vois-tu? Quelle relation entretient-elle avec ce Dieu? C'est un Dieu qui satisfait en fait à tous ses caprices. C'est un Dieu qu'elle tutoie. C'est pas le Dieu des 10 commandements. C'est un Dieu qu'elle tutoie. Elle lui dit, tu sais, etc. le soir. Non, une sorte de figure paternelle, bienveillante, etc. Elle lui fait des confidences le soir en s'endormant. Et ce Dieu qu'elle dit tutoie
Oui, comme tu sais, dit-elle, et c'est ainsi qu'elle en témoigne dans ses mémoires, Ma vie, là je trouve un peu. Alors, ce comme tu sais qu'elle adresse à Dieu dénote effectivement une familiarité avec la Toute-Puissance, et cette petite fille de 10 ans va être effrayée lorsqu'elle s'aperçoit que Dieu ne lui répond pas. Ça, c'est l'horreur. Il n'y a pas de réponse. Bon. Et alors, je saute. Elle n'était pas là. Alors, bon, je passe très très vite. Elle quitte l'Allemagne pour Zurich, Daisy nous l'a dit. Là, on voit que le premier duo, c'est-à-dire Gillot qui essaye d'entamer un 2, il n'y a pas de 2, dit-elle. Elle s'en va à Zurich. Elle va rencontrer Paul Rée et Nietzsche. À Nietzsche, on lui dit, il faut absolument que vous rencontriez cette femme, elle est extraordinaire. Et Nietzsche qui cherche une disciple parce qu'il est en train de venir avec, il ne peut plus enseigner, il peut dicter, etc. Comme vous le savez, enfin, j'insiste pas là-dessus. Et alors, il y a Paul Rée, chez Malvida Massenburg, il y a Paul Rée, Nietzsche, et ils forment un trio. Ah, peut-être que le 3, ça peut jouer. Seulement, le 3 ne joue pas non plus, parce que Paul Rée la veut pour elle seule, Nietzsche la veut, enfin, ils sont tous les deux jaloux. Finalement, ils sont dans une espèce de rapport, tous les deux lui la demandent en mariage. Bon, peut-être que vous savez ce que ça veut dire, demander en mariage à cette époque. Hein. Bon, enfin bon. Hein? On ne sait plus. Bon, alors il la demande en mariage. N'est-ce pas, comme c'est mignon. Enfin bon, elle se refuse à ce mariage. Voilà. Et le 3, donc, ne fonctionne pas non plus. Pas de 2, pas de 3. Bon. Alors, ce trio, comme vous savez, s'installe. Vous voyez comme je passe vite, hein, ce trio s'installe et cette tentation échoue également. Et c'est là qu'elle envoie cette lettre que tu as lue tout à l'heure, une partie, au pasteur Gillot, mais je vais y revenir tout à l'heure. Avant cela, elle rencontre ce monsieur Andreas dont tu as parlé. Elle le rencontre dans une pension de famille. C'est un professeur d'allemand, il vient là pour gagner un peu des sous, des fins de mois difficiles. Et puis, à la surprise générale, fin 86, elle annonce ses fiançailles. Elle veut épouser M. Andreas, à 2 conditions. Nous n'aurons pas d'enfants, et ce mariage sera une union spirituelle. Elle insiste donc, pas de 2, pas de couple, pas de copulation. Il ne vous aura pas échappé que le couple, c'est un peu le même mot que population, n'est-ce pas? Ça vient de copula. Et copulare, vous voyez ce que ça veut dire. Eh bien, pas de couple. C'est ça qui m'a intrigué. Je me disais, mais c'est curieux cette mathématique. Elle passe de 1, elle est seule, n'est-ce pas, quand elle écrit à Gillot. Elle essaye le 2, ça rate. Elle essaye le 3, ça rate. Elle revient à 2 en faisant une restriction. Pas de population, donc pas de... On dit, mais c'est de l'épistémologie, c'est pas ça. C'est des mathématiques. Au fond, alors, pour faire vite, je passe sur un certain nombre d'éléments. Si un jour ça vous intéresse et que vous m'invitez à nouveau, si je ne souhaite pas, eh bien, je vous en dirai davantage. Mais je passe, au fond, à ma conclusion. N'est-ce pas? Alors, le 2, elle a essayé quand même avec Rilke. Tu l'as dit, à 36 ans, elle est vierge. Ah, elle est vierge parce que nos populations. Elle rencontre Rilke à cause du petit Jésus. On va discuter de la nature de ce petit Jésus. Bien, il se trouve qu'ils sont partis, et puis François et Renato vont probablement vous lire des extraits de La Flamme de Rilke, qui est assez fragile, qui est un enfant, 22 ans, elle a 36 ans. Là, je crois qu'elle peut se lancer. Elle peut essayer de faire 2, mais ce 2 ne dure que 3 ans. Et elle revient
Et alors, je voudrais redire cette fameuse lettre qu'elle écrit au pasteur Gillot, où elle dit ceci, j'ai bientôt terminé, où est-ce qu'elle dit ça? Ah là 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 là. Enfin, c'est quand elle lui dit qu'elle ne connaît que le jeu, n'est-ce pas? Cette lettre que tu as citée tout à l'heure. Ah voilà. Malvina Meisenbourg a l'habitude de dire que nous n'avons pas le droit de faire ceci ou cela. Mais je suis totalement ce que représente. Je ne sais pas ce que représente au juste nous. Et pour ma part, je ne connais que le jeu. Voilà ce qu'elle dit. Oui? Non, c'était pour Anna. Bon, alors, elle ne connaît que le jeu. Autrement dit, on revient à 1. Alors, vous savez que Lacan a lancé cet aphorisme, on va dire. Et il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, ça, c'est une chose qui fait tourner le sang de beaucoup de gens. Hein. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette salade, n'est-ce pas? Il n'y a pas de rapport sexuel. Eh bien, elle, non seulement elle l'a cru, mais elle l'a anticipé. Elle l'a anticipé, et c'est là que je suis allé voir ce qui se passe dans les mathématiques. Et j'en aurais terminé, c'est pour ma conclusion. Vous savez que le 2 a énormément posé de problèmes aux Grecs. Et la racine carrée de 2 a constitué une crise énorme dans les mathématiques. Parce que la racine carrée de 2, la racine de 2, ce qui fonde le 2, est un nombre irrationnel. Et vous savez que les Grecs n'étaient pas d'accord avec l'irrationalité, puisqu'ils aiment le logos. Ils aiment ce qui est rond, ce qui est pur, les nombres naturels, les nombres entiers. Parce que, l'époque des mathématiques grecques, ceux qui ont jeté un coup d'œil dans l'épistémologie mathématique, ils savent que les Grecs, pour eux, l'arithmétique, les mathématiques se conformaient à la géométrie, puisque c'est par le mouvement que les choses s'exécutaient. Donc, racine de 2, 1, je ne sais quoi, ça n'allait pas pour les Grecs. Eh bien, je ne vous dirai pas le nombre de philosophes et de mathématiciens qui ont essayé de résoudre ce problème. Ils sont à peu près 25 à essayer de sortir de cette crise, à savoir qu'il n'y a pas de 2. Mais vous aurez remarqué, comme Lou Andreas Salomé, qu'il y a une racine de 1. La racine de 1, c'est 1. En revanche, la racine de 3 est aussi un nombre irrationnel. Donc, on comprend très très bien pourquoi elle n'a pas pu passer au 2, ni au 3, et qu'elle a dû se contenter du 1. Elle est devenue une vieille dame digne, à Göteborg, où elle a pratiqué la psychanalyse, seule, ne connaissant que le jeu. Eh bien, Lou Andreas Salomé avait anticipé cet aphorisme de Lacan, qu'il y ait en effet, il n'y a pas de rapport sexuel. Parce que pour qu'il y ait rapport, disent les mathématiciens, il faut qu'il y ait 2 ensembles homogènes. C'est ça la définition du rapport en mathématiques. Si ce n'est pas homogène, il n'y a pas de rapport. Or, qui va me dire qu'entre une femme et un homme, il y a de l'homogénéité? Merci beaucoup.